Tu n'es pas laide, tu as juste besoin de mieux te préparer et de m'épouser. Léa Dubois ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle était là, cherchant des restes de nourriture dans une poubelle du jardin du Luxembourg à Paris, lorsqu'un homme impeccablement vêtu s'approcha et lui fit la proposition la plus absurde qu'elle ait entendue en 32 ans de vie. Ce fut alors qu'il s'agenouilla là, au milieu du mouvement des gens, tenant une petite boîte rouge avec une bague qui brillait sous la lumière du crépuscule. « Je sais que vous ne me connaissez pas, » dit l'homme, ignorant les regards curieux des passants qui commençaient à se former autour d'eux. « Je m'appelle Romain Leclerc et j'ai vraiment besoin de votre aide. » Léa recula de quelques pas, serrant fort le sac en plastique où elle gardait ses maigres possessions. Ses cheveux châtains étaient ébouriffés. Ses vêtements déchirés et sales racontaient l'histoire de ses 6 derniers mois passés à vivre dans la rue. Mais ses yeux noisettes conservaient encore une étincelle d'intelligence qui avait attiré l'attention de Romain dès l'instant où il l'avait vu. « Êtes-vous fou ?» murmura-t-elle, regardant autour d'elle et remarquant que plusieurs personnes s'étaient arrêtées pour assister à la scène. « Levez-vous, vous vous ridiculisez. »« Je ne suis pas fou, je suis désespéré, » répondit Romain sans bouger de sa position. « Je dois me marier avant la fin du mois, où je perdrai tout ce que j'ai bâti dans la vie. » Léa ressentit un mélange de colère et de honte. Comment cet homme osait-il apparaître ainsi de nulle part et faire une proposition si humiliante? Elle, qui avait été une respectée professeure de littérature à l'université Paris-Sorbonne, était maintenant traitée comme quelqu'un qui avait besoin de charité. « Je n'ai pas besoin de votre pitié, » dit-elle en essayant de passer à côté de lui. « Cherchez quelqu'un d'autre pour vos jeux. » Mais Romain se leva rapidement et lui bloqua le passage, gardant toujours une distance respectueuse. « Ce n'est pas de la pitié, c'est une affaire, un contrat. Vous m'aidez, je vous aide. C'est aussi simple que ça. Quel genre d'aide un homme comme vous pourrait-il avoir besoin d'une personne comme moi ?» Léa croisa les bras avec défi. « Mon grand-père a laissé une clause dans son testament. Pour hériter de l'entreprise familiale, je dois être marié avant d'avoir 35 ans. J'ai exactement 23 jours pour trouver une épouse, ou tout passera à ma cousine Sophie. » Léa étudia son visage. Romain avait des traits marqués, des yeux bleus pénétrants, et semblait avoir environ 34 ans. Son costume était clairement coûteux. La montre à son poignet semblait coûter plus que ce qu'elle gagnait en 1 an quand elle travaillait encore. Mais il y avait quelque chose dans son expression qui ne semblait pas faux. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-elle, toujours méfiante. « Il y a des milliers de femmes à Paris qui accepteraient de vous épouser pour votre argent. Pourquoi vous ne voulez pas de mon argent ?» répondit Romain en rangeant l'écrin de la bague dans la poche de sa veste. « Je vous ai vu ici sur la place plusieurs fois ces dernières semaines, toujours polie avec tout le monde, toujours reconnaissante, même quand les gens vous traitent mal. Vous avez de la dignité, et c'est rare. » Léa sentit un nœud dans la poitrine. Il y avait si longtemps que quelqu'un lui parlait avec respect qu'elle avait presque oublié ce que c'était. « Vous ne savez rien de moi, » murmura-t-elle. « Je sais que vous n'avez pas toujours été comme ça, » dit Romain en faisant un geste vers ses vêtements. « Je sais que quelque chose est arrivé dans votre vie qui vous a mené ici, et je sais que vous n'êtes pas ici par choix. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Léa, mais elle les retint fermement. Elle n'allait pas pleurer devant un étranger. « Même si je voulais vous aider, ce que vous proposez est une folie. Le mariage n'est pas un jeu. Ce ne serait que sur le papier, » expliqua Romain, « un accord commercial. Vous m'épousez, vous m'aidez à obtenir l'héritage, et après quelques mois, nous divorçons. En échange, je vous donne une somme qui vous permettra de reprendre votre vie. » Léa regarda autour de la place. Petit à petit, les gens perdaient de l'intérêt et continuaient leur chemin. Le soleil se couchait, et bientôt elle devrait trouver un endroit sûr pour passer une nuit de plus. 6 mois dans la rue avaient suffi à briser tout le romantisme qu'elle aurait pu avoir sur la vie. « Combien ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même. « 500 000 €. Léa sentit ses jambes flageoler. C'était assez d'argent pour tout recommencer. Peu, être même quitter Paris et commencer une nouvelle vie ailleurs. Et que devrais-je faire exactement? Vivre chez moi, apparaître à quelques événements sociaux avec moi, rencontrer ma famille, convaincre mon grand-père que nous sommes un vrai couple. Pendant combien de temps? 6 mois maximum. Après cela, nous invoquons l'incompatibilité et nous nous séparons. » Léa garda le silence pendant quelques minutes, traitant la proposition. C'était risqué, mais quelle alternative avait-elle vraiment? Continuer à dormir sur des bancs du parc, chercher de la nourriture dans les poubelles, fuir des personnes dangereuses pendant la nuit. « J'ai des conditions, » dit-elle finalement. « Lesquelles? Pas d'intimité physique, chambre séparée. Et quand cela se termine, vous m'aidez avec quelque chose que je dois résoudre. » « Quel genre de chose ?» Léa hésita. Serait-il possible de faire confiance à cet homme? Elle avait déjà fait confiance à des gens, et cela s'était très mal passé. « J'ai besoin de laver mon nom. J'ai été injustement accusé de quelque chose que je n'ai pas fait, et cela a détruit ma carrière et ma vie. » Romain l'observa attentivement. Il y avait une douleur profonde dans ses yeux,
une blessure qui n'avait pas encore cicatrisé. « J'accepte vos conditions, dit-il. Quand voulez-vous commencer ? » « Pas maintenant, répondit Léa rapidement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Combien de temps ? 2 jours. Romain sortit une carte de sa poche et la lui tendit. C'est l'adresse de ma maison. Si vous décidez d'accepter, présentez-vous là, bas jeudi à 19 h. Si vous n'apparaissez pas, je comprendrai que vous ne voulez pas le faire. Léa prit la carte. Le papier était épais, cher, avec des lettres dorées en relief. L'adresse était à Neuilly-sur-Seine, une des zones les plus exclusives de la ville. « Et si je vole quelque chose chez vous ?» demanda-t-elle, le mettant à l'épreuve. « Alors j'aurais choisi la mauvaise personne, » répondit Romain avec un demi-sourire, « mais je ne crois pas que vous le ferez. » Il se retourna pour partir, mais s'arrêta et regarda en arrière. « Léa, c'est votre nom, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, surprise qu'il le sache. « Indépendamment de votre décision concernant ma proposition, il y a un refuge à 2 pâtés de maison d'ici qui sert le dîner jusqu'à 20 h. La nourriture est bonne et les gens sont corrects. » Et avec cela, Romain s'éloigna, laissant Léa seule avec la carte à la main et la tête pleine de pensées confuses. Cette nuit-là, allongée sur un banc du jardin du Luxembourg, utilisant son sac comme oreiller, Léa ne put dormir. La proposition de Romain résonnait dans son esprit. C'était une opportunité de sortir de cette situation terrible. Mais cela semblait aussi trop beau pour être vrai. Combien de fois dans la vie quelqu'un apparaît-il de nulle part en offrant une solution magique ? Elle connaissait bien les contes de fées. Elle avait enseigné la littérature enfantine pendant des années et savait que dans la vraie vie, les choses ne fonctionnaient pas comme dans les livres. Il y avait toujours un prix à payer, toujours un piège caché. Mais 500 000 €, c'était assez d'argent pour enquêter correctement sur ce qui s'était passé à l'université, pour engager un avocat compétent, pour avoir des ressources pour lutter contre les mensonges qui avaient détruit sa carrière, pour prouver qu'elle n'avait jamais commis de plagiat. Le froid de l'aube la fit se recroqueviller davantage dans son manteau usé. Dans 2 jours, elle prendrait une décision qui pourrait changer complètement le cours de sa vie. Le jeudi à 19 h précises, Léa se tenait devant le portail du manoir de Romain. Elle avait passé les 2 jours précédents à penser obsessionnellement à la proposition, pesant le pour et le contre, jusqu'à en avoir mal à la tête. La maison était encore plus imposante qu'elle ne l'avait imaginé. 3 étages, un jardin impeccable, un portail électrique avec interphone. C'était le genre d'endroit où elle n'aurait jamais imaginé mettre les pieds. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Continuons. Elle appuya sur le bouton de l'interphone d'une main tremblante. « Bonsoir », dit une voix féminine de l'autre côté. « Bonsoir, je suis Léa. Romain m'a invité à venir aujourd'hui. Un instant, s'il vous plaît. » Quelques secondes plus tard, le portail s'ouvrit automatiquement. Léa traversa le jardin vers la porte principale, se sentant complètement déplacée. Ses vêtements propres, elle avait réussi à se baigner au refuge mentionné par Romain, étaient toujours vieux et usés. La porte s'ouvrit avant même qu'elle n'ait sonné. Une femme d'âge moyen, bien habillée et avec une expression sérieuse, la reçut. « Bonsoir. Je suis Madame Dubois, la gouvernante de la famille Leclerc. Monsieur Romain vous attend dans le salon. » Léa suivit Madame Dubois à travers un hall qui semblait plus grand que n'importe quel appartement où elle avait vécu. Des tableaux coûteux décoraient les murs et un lustre en cristal pendait du haut plafond. Romain était assis dans un fauteuil en cuir, lisant des papiers. Quand il la vit entrer, il se leva immédiatement. « Léa, quelle bonne nouvelle que vous soyez venue. J'ai dit que je viendrais, » répondit-elle, essayant de paraître plus sûre d'elle qu'elle ne l'était. « Madame Dubois, pouvez-vous nous laisser seuls, s'il vous plaît ?» La gouvernante hocha la tête et se retira, non sans jeter un regard évaluatif sur Léa. « Asseyez-vous, » dit Romain, en faisant un geste vers le canapé. « Voulez-vous quelque chose? De l'eau? Du café? Du thé? Je vais bien, merci. » Léa s'assit sur le bord du canapé, le dos droit et les mains jointes sur ses genoux. Romain retourna à son fauteuil. « J'imagine que vous avez beaucoup réfléchi à ma proposition. » « J'y ai réfléchi et j'ai d'autres questions. Bien sûr, vous pouvez demander ce que vous voulez. Votre famille sait que le mariage sera faux? Non. Et elle ne peut pas le savoir. Mon grand-père est très traditionnel, et s'il découvre que c'est une farce, non seulement il me déshéritera, mais il pourrait même me poursuivre pour fraude. Et vos amis, vos employés penseront que ce fut un coup de foudre éclair. Ça arrive. Les gens bavarderont pendant quelques semaines, et puis l'oublieront. Et à mon sujet, ne voulez-vous pas savoir qui je suis vraiment avant de me laisser entrer chez vous? » Romain se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. « Je sais que vous avez été professeur d'université. Je sais que quelque chose est arrivé qui vous a fait perdre votre emploi. Je sais que vous n'avez pas de famille ici à Paris, car sinon vous ne vivriez pas dans la rue. Et je sais que vous êtes une personne intègre, même dans une situation désespérée. Comment savez-vous tout cela?
Je vous ai observé. J'ai parlé avec quelques personnes qui travaillent dans le quartier du Jardin du Luxembourg. Je n'ai pas engagé de détective privé ou quoi que ce soit d'aussi invasif, si c'est ce que vous pensez. » Léa fut impressionnée. Il avait vraiment pris la peine de l'enquêter au minimum. Et si j'accepte et que je change d'avis en cours de route, alors nous en parlerons et trouverons une solution. Je ne veux pas que quiconque se sente piégé dans cet accord. Et l'argent, quand le recevrai-je? La moitié maintenant, la moitié lorsque nous divorcerons. Léa respira profondément. C'était une proposition juste, compte tenu des circonstances. J'accepte, dit-elle finalement. Romain sourit pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. Excellent, nous devrons nous marier le plus rapidement possible. J'ai pensé à faire un mariage civil lundi, si vous êtes d'accord. Si vite, plus nous attendrons, plus le risque que mon grand-père commence à poser des questions est grand. Il se méfie déjà, car il ne m'a jamais vu avec une petite amie sérieuse. Je comprends. Et où resterai-je jusqu'à la cérémonie? Ici, si vous voulez, ou je peux vous payer un hôtel. Léa regarda autour de la luxueuse pièce. La perspective de dormir dans un vrai lit pour la première fois depuis des mois était tentante, mais la rendait aussi nerveuse. Je crois qu'un hôtel serait mieux, au moins jusqu'à ce que nous soyons officiellement mariés. Pas de problème, Madame Dubois peut vous emmener dans un bon endroit. Romain se leva et se dirigea vers un bureau dans le coin du salon. Il ouvrit un tiroir et en sortit une épaisse enveloppe. « Voici la première moitié du paiement, » dit-il, lui tendant l'enveloppe. 250 000 €. Léa prit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle n'avait jamais eu autant d'argent de sa vie. C'était surréaliste. « Merci, » murmura-t-elle. « Il y a une chose de plus dont nous devons parler, » dit Romain en se rassiant. « Demain matin, nous devrons vous acheter des vêtements, pour les événements sociaux et pour rencontrer ma famille. » Léa regarda ses propres vêtements et rougit. Bien sûr, elle aurait besoin d'une garde-robe adaptée pour jouer le rôle de l'épouse d'un riche homme d'affaires. « Je paie », ajouta Romain rapidement, remarquant son malaise. « C'est une partie de l'accord. » « D'accord. Et nous devrons aussi parler de notre histoire, comment nous nous sommes rencontrés, depuis combien de temps nous sommes ensemble, ce genre de choses. Nous devons être en phase pour quand les gens poseront des questions. Avez-vous déjà pensé à une version? Quelques idées. Que diriez-vous si nous disions que nous nous sommes rencontrés dans une librairie, vous achetiez un livre de littérature classique? Nous avons commencé à parler d'écrivains français, et ce fut le coup de foudre. Léa faillit sourire. C'était une histoire plausible et proche de la vérité sur qui elle était vraiment. Cela pourrait fonctionner. Excellent. Madame Dubois vous emmènera à l'hôtel maintenant. Demain à 9 h du matin, je passerai vous chercher et nous irons faire du shopping. Ils se levèrent en même temps. Pendant un moment, ils restèrent debout l'un en face de l'autre, ne sachant pas vraiment comment se dire au revoir. Ils n'étaient plus des étrangers, mais pas non plus intimes. « Léa, » dit Romain, « je sais que c'est étrange et un peu fou, mais merci d'avoir accepté de m'aider. Merci de me donner cette opportunité, » répondit-elle. Madame Dubois apparut à la porte comme si elle avait attendu le bon moment. « Je suis prête à accompagner mademoiselle à l'hôtel, » annonça-t-elle. Dans la voiture, en route pour l'hôtel, Léa regarda par la fenêtre les rues illuminées de Paris défiler. 24 heures plus tôt, elle dormait sur un banc du Jardin du Luxembourg. Maintenant, elle était assise sur le siège en cuir d'une voiture chère avec 250 000 € dans un nouveau sac que Romain avait insisté pour lui acheter. La vie pouvait changer très vite. Elle le savait mieux que quiconque. L'hôtel où Madame Dubois l'avait emmenée était discret mais élégant. La chambre avait un lit king size, une salle de bain privée avec baignoire et une vue partielle sur les toits de Paris. Léa resta debout au milieu de la chambre pendant quelques minutes, se contentant de regarder autour d'elle. Puis elle alla dans la salle de bain, ouvrit les robinets de la baignoire et laissa enfin les larmes couler. Larmes de soulagement, de gratitude, de peur, d'espoir. Tous les sentiments qu'elle avait contenus pendant les derniers mois remontèrent à la surface d'un seul coup. Elle resta dans la baignoire pendant plus d'1 heure, laissant l'eau chaude détendre les muscles qui avaient été tendus pendant si longtemps. Quand elle sortit enfin, elle se regarda dans le miroir et vit une femme qu'elle ne reconnaissait pas complètement. Ses cheveux étaient encore abîmés et mal coiffés. Sa peau était sèche et marquée par le soleil et le froid, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une étincelle d'espoir qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Le lendemain matin, Romain apparut ponctuellement à 9 heures. Léa l'attendait dans le hall de l'hôtel, vêtue des mêmes vêtements que la veille, mais au moins propres et repassés. « Bonjour », la salua-t-il. « Bien dormi ? Mieux que depuis des mois », répondit-elle honnêtement. Dans la voiture en route pour le centre commercial, Romain expliqua le programme de la journée. « Nous allons d'abord au centre commercial Beaugrenelle. Il y a plusieurs bonnes boutiques où nous pouvons trouver tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, nous irons dans un salon de beauté que ma secrétaire m'a recommandé. Je ne veux rien de trop extravagant, dit Léa. Je ne me sens pas à l'aise avec les excès. Je comprends. Nous y allons tranquillement
et vous choisissez ce qui vous fait vous sentir bien. Le premier arrêt fut dans une boutique de vêtements féminins de créateurs. Léa se sentit intimidée par les prix et l'attention des vendeurs, mais Romain fut patient et l'encouragea à essayer plusieurs options. « Cette robe vous va à merveille », commenta-t-il, lorsqu'elle sortit de la cabine d'essayage, vêtue d'une robe midi bleu marine. Léa se regarda dans le miroir et dut être d'accord. Le tissu de qualité et la coupe parfaite transformaient complètement son apparence. « C'est très cher », murmura-t-elle en regardant l'étiquette. « Ne vous inquiétez pas pour ça, choisissez ce que vous aimez. » Ils passèrent 3 heures au centre commercial à acheter des robes, des chemisiers, des pantalons, des chaussures, des accessoires et même de la lingerie appropriée. Romain garda toujours une posture respectueuse, donnant des avis quand elle les demandait, mais lui laissant les décisions finales. Au salon de beauté, la transformation fut encore plus dramatique. La styliste coupa et hydrata ses cheveux, révélant une couleur châtain brillante qu'elle avait oublié avoir. La manucure et la pédicure rendirent ses ongles complètement différents et le maquillage subtil rehaussa ses traits d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Quand elle se regarda dans le miroir à la fin de la journée, Léa put à peine reconnaître son propre reflet. La femme qui la regardait était élégante, sophistiquée, jolie. C'était celle qu'elle était avant que tout ne s'écroule. « Impressionnant », dit Romain lorsqu'elle sortit du salon. « Vous êtes magnifique », Léa rougit. Il y avait si longtemps que quelqu'un l'appelait magnifique. « Merci, et merci pour tout cela. » Elle fit un geste vers les sacs de course dans la voiture. « C'est le moins que je puisse faire. Après tout, vous m'aidez avec un problème très sérieux. » De retour à l'hôtel, Romain mentionna nonchalamment. « Demain soir, nous dînerons chez mon grand-père. Il veut vous rencontrer. » Léa sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas censé être progressif? Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il m'a appelé ce matin en disant qu'il voulait rencontrer ma fiancée le plus tôt possible. Et s'il ne m'aime pas, il vous aimera. Vous êtes intelligente, éduquée, vous avez une histoire intéressante. Vous avez juste besoin de vous détendre et d'être vous-même. Et s'il découvre que tout est un mensonge? Romain arrêta la voiture au feu rouge et la regarda. Il ne le découvrira pas, à moins que vous ne le lui disiez. Bien sûr que je ne le lui dirai pas. Alors tout va bien. Mon grand-père est un homme simple malgré tout son argent. Il est plus impressionné par le caractère que par le statut social. À l'hôtel, Léa monta à sa chambre, portant tous les sacs de course. Elle accrocha soigneusement les nouveaux vêtements dans l'armoire et rangea les chaussures en rangées. C'était comme assembler une garde-robe pour un personnage qu'elle allait interpréter, car c'était ce qu'elle faisait, n'est-ce pas? Interpréter un rôle, le personnage de la fiancée amoureuse du riche homme d'affaires. Une femme qui n'avait pas de secret sombre dans le passé, qui n'avait pas perdu tout ce qui comptait, qui n'avait pas passé des mois à vivre dans la rue. Elle s'allongea sur le lit confortable et ferma les yeux, essayant de se préparer mentalement à ce qui allait arriver. Le dîner chez le grand-père de Romain était prévu pour le lendemain soir à 19h30. Léa passa toute la journée nerveuse, changeant de vêtements plusieurs fois avant de se décider pour la robe bleu marine que Romain avait tant appréciée dans la boutique. Quand il vint la chercher, il était visiblement nerveux aussi. « Mon grand-père est un peu intense », expliqua-t-il dans la voiture. « Il aime poser des questions directes et observe tout avec beaucoup d'attention. » « Quel genre de questions ? Sur votre famille, votre formation, vos projets d'avenir, ce genre de choses. Et que dis-je à propos de ma famille? La vérité, si possible. Il est toujours plus facile de se souvenir de la vérité que des mensonges. » Léa respira profondément. La vérité sur sa famille était compliquée, mais pas impossible à expliquer. La maison du grand-père de Romain était encore plus grande et imposante que celle du petit-fils. Elle était située dans le 8e arrondissement et offrait une vue spectaculaire sur la ville. Un majordome les reçut à l'entrée et les conduisit à une salle à manger formelle avec une table qui pouvait facilement accueillir 12 personnes. Armand Leclerc était un homme de 73 ans, aux cheveux blancs bien coupés, aux yeux bleus pénétrants comme ceux de son petit-fils, et à la posture qui dégageait de l'autorité même assis. Il portait un costume sombre impeccable et une cravate grenat. « Grand-père, voici Léa », dit Romain, son bras légèrement posé sur son dos. « Léa », répéta le grand-père en se levant et en marchant vers eux. « Enchanté de vous rencontrer, ma chère. Romain a beaucoup parlé de vous. »« Le plaisir est pour moi, monsieur Leclerc », répondit Léa, acceptant sa main tendue. « S'il vous plaît, appelez-moi monsieur Armand. La formalité excessive me met mal à l'aise. » Pendant le dîner, servi par 2 employés silencieux, Armand bombarda Léa de questions. Où était-elle née? Où avait-elle étudié? Quels livres aimait-elle lire? Quels étaient ses projets professionnels? Romain m'a dit que vous étiez professeur d'université, commenta Armand en coupant le saumon. C'est une profession très noble. Pourquoi avez-vous cessé d'enseigner? Léa sentit sa gorge sèche. C'était la question qu'elle redoutait le plus. J'ai eu quelques problèmes lors de mon dernier emploi.
répondit-elle prudemment. J'ai décidé de prendre du temps pour repenser ma carrière. Quel genre de problème? Grand-père, intervint Romain. Il n'est pas nécessaire d'interroger Léa comme si elle était un témoin. C'est bon, dit Léa, touchant légèrement le bras de Romain d'un geste qui parut naturel. Cela ne me dérange pas d'en parler. Elle regarda directement dans les yeux d'Armand. J'ai été injustement accusé de plagiat académique. Quelqu'un a falsifié des preuves pour me nuire, et je n'ai pas pu prouver mon innocence à temps pour sauver ma carrière. C'est terrible, dit Armand. Et pour la première fois de la soirée, son expression s'adoucit. L'injustice est une des choses qui m'indigne le plus dans ce monde. C'est pourquoi je me concentre sur la restauration de mon nom et la preuve de la vérité, continua Léa, même si cela me prend des années. Et Romain vous aide-t-il avec cela? Léa regarda Romain, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Il m'offre son soutien, dit-elle, à la fois émotionnel et pratique. Excellent, c'est comme ça que ça doit être. Le couple doit être présent dans les moments difficiles. Le reste du dîner se déroula plus tranquillement. Armand raconta des histoires sur la construction de l'entreprise familiale. Romain apporta quelques anecdotes amusantes et Léa réussit à se détendre progressivement. « Léa, dit Armand alors qu'il prenait le café à la fin du repas, vous semblez être une jeune femme très intègre. Romain est à féliciter pour son choix. Merci, monsieur Armand. Et quand comptez-vous vous marier? Léa faillit s'étouffer avec son café. Eh bien, commença Romain. Bientôt, interrompit Léa, les surprenant tous les deux. Nous ne voyons aucune raison d'attendre longtemps quand nous savons ce que nous voulons. Armand sourit largement. Excellent. Des jeunes qui savent ce qu'ils veulent et ne traînent pas. J'aime ça. Dans la voiture, de retour à l'hôtel, Romain était clairement soulagé. Vous vous êtes parfaitement comporté, dit-il. Mon grand-père vous a beaucoup aimé. Comment le savez-vous? À la façon dont il a parlé, et il ne fait jamais de compliments aux femmes que je lui présente. Jamais. Tu lui présentes beaucoup de femmes? Quelques-unes, au fil des ans, mais il trouvait toujours un défaut. Il disait qu'elles étaient trop intéressées, trop frivoles ou trop fausses. Et je ne suis rien de tout cela. Romain s'arrêta au feu rouge et la regarda fixement. Vous êtes la personne la plus authentique que j'ai rencontrée depuis longtemps. Léa sentit quelque chose d'étrange bouger dans sa poitrine. Une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Romain, oui, pourquoi m'as-tu vraiment choisi? Et ne me dis pas que c'était seulement parce que je ne voulais pas ton argent. Il resta silencieux un instant, réfléchissant à la réponse. Parce que lorsque je vous ai vu sur cette place pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais trouvé quelqu'un de réel, quelqu'un qui comprenait ce que c'était de tout perdre et de devoir reconstruire sa vie à partir de zéro. Vous avez tout perdu d'une certaine manière, mais c'est une conversation pour un autre jour. Léa voulut insister, mais quelque chose dans son expression la fit changer d'avis. Chacun avait droit à ses secrets. Le lundi matin, ils se marièrent à la mairie. Ce fut une cérémonie simple, avec seulement les témoins obligatoires. Léa portait une robe blanche discrète qu'ils avaient achetée spécifiquement pour l'occasion, et Romain était impeccable dans un costume gris foncé. Lorsque l'officier demanda s'ils s'acceptaient l'un l'autre comme mari et femme, ils répondirent tous les deux oui d'une voix ferme, mais évitèrent de se regarder dans les yeux. Le baiser qui scella l'union fut rapide et chaste, à peine un effleurement de lèvres. En sortant de la mairie en tant que mari et femme, Léa se sentit étrange. Elle était officiellement Madame Léa Leclerc, désormais, du moins temporairement. « Comment vous sentez-vous » demanda Romain lorsqu'ils montèrent en voiture. « Étrange » répondit-elle honnêtement. « Et vous » ? Soulagé, au moins une partie du problème est résolue. Quelle est la prochaine étape ? Vous emménagez chez moi aujourd'hui. Demain, nous annoncerons notre mariage au reste de la famille et à mes amis. Comment cela va-t-il se passer? Un déjeuner chez moi. Rien de très formel. Ma cousine Sophie sera là. Quelques cousins, ma secrétaire, quelques associés de l'entreprise. La cousine qui perdrait l'héritage si tu ne te mariais pas. La même. Préparez-vous car elle ne sera pas du tout contente de la nouvelle. Cet après-midi-là, Léa emménagea définitivement dans le manoir de Romain. Madame Dubois, la gouvernante, la reçut de manière cordiale mais réservée, lui montrant la chambre qui serait la sienne pendant les prochains mois. C'était une suite spacieuse au 2e étage, avec salle de bain privée, dressing et un petit coin salon avec fauteuil et une table. Les fenêtres donnaient sur le jardin arrière et la décoration était élégante, mais pas ostentatoire. La chambre de Monsieur Romain est au bout du couloir, expliqua Madame Dubois. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, vous pouvez m'appeler. Ma chambre est au rez-de-chaussée. Merci, Madame Dubois. Et désolé si tout cela est un peu confus. Je sais que la situation est inhabituelle. La gouvernante l'étudia un instant. Il n'est pas de mon ressort de juger les décisions de Monsieur Romain, dit-elle finalement. Mais je peux dire qu'il semble plus heureux depuis qu'il vous a rencontré. Vraiment? Oui, il était très stressé dernièrement, préoccupé par cette affaire d'héritage. Maintenant, il est plus calme. Léa arrangea ses nouveaux vêtements dans le placard,
organisa ses quelques objets personnels et s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. De là, elle pouvait voir Romain dans la piscine, parlant au téléphone et gesticulant beaucoup. Il semblait discuter d'une affaire professionnelle. C'était étrange de l'observer chez lui, dans son environnement naturel. Il semblait différent là, bas, plus détendu et sûr de lui. Sur la place, lorsqu'il l'avait abordé, il y avait un certain désespoir dans sa posture. Maintenant, marchant dans le jardin de son manoir, il était clairement un homme d'affaires prospère et en contrôle de sa vie, ou du moins c'est ce qu'il semblait de l'extérieur. Pendant le dîner qu'ils partagèrent dans la salle à manger plus petite et intime de la maison, Romain expliqua quelques détails sur le fonctionnement de la routine domestique. Le petit déjeuner est servi à 7h30. Madame Dubois prépare toujours des options variées. Le déjeuner est à 12h30 et le dîner à 20h, mais si vous voulez manger à d'autres heures, il suffit de prévenir. Et les week-ends, normalement je travaille le samedi matin, mais l'après-midi et le dimanche, je suis libre. J'ai parfois des engagements sociaux, des événements d'entreprise, ce genre de choses. Et maintenant que nous sommes mariés, je vais devoir vous accompagner à ces événements. À certains, oui, mais rien de trop fréquent. Ils mangèrent dans un silence relatif pendant quelques minutes, s'habituant encore à la nouvelle dynamique entre eux. Ils n'étaient plus des étrangers, mais pas exactement intimes non plus. « Puis-je poser une question ?» dit Léa finalement. « Bien sûr. Pourquoi ton grand-père a-t-il mis cette condition dans son testament ? L'obligation de se marier. » Romain soupira et posa sa fourchette. « Mon grand-père est un homme très traditionnel. Il s'est marié à 22 ans et est resté avec ma grand-mère jusqu'à son décès, 48 ans plus tard. Pour lui, le mariage et la famille sont la base d'une vie stable et réussie. Et tes parents sont décédés quand j'avais 15 ans. Accident de voiture. Mon grand-père m'a élevé depuis. Je suis désolé. Merci. C'était il y a longtemps, mais il est toujours difficile d'en parler. » Léa le comprit parfaitement. Elle aussi avait perdu des personnes importantes et savait que certaines blessures ne guérissaient jamais complètement. C'est pourquoi tu ne t'es jamais marié avant, parce que tu as perdu tes parents tôt et tu as peur de t'attacher aux gens. Romain la regarda, surpris. C'est une observation très perspicace. J'étais psychologue avant de devenir professeur de littérature. J'ai fait 2 carrières. Je ne savais pas ça. Pourquoi as-tu changé de domaine ? Parce que j'ai découvert que j'aimais mieux analyser des personnages fictifs que des personnes réelles. Les personnages ne mentent pas sur ce qu'ils sont, mais les personnes réelles mentent aussi tout le temps aux autres et à elles-mêmes. Romain resta pensif. Et vous êtes-vous déjà menti à vous-même ? Léa hésita. C'était une question plus profonde qu'il n'y paraissait. Je crois que nous nous mentons tous à nous-mêmes de temps en temps. C'est une forme de survie. À propos de quoi vous mentez-vous à vous-même ? À propos du fait d'être bien seul ? À propos de ne pas avoir besoin de personne, à propos d'avoir complètement surmonté ce qui m'est arrivé à l'université. C'était plus d'honnêteté qu'elle n'avait voulu en partager, mais quelque chose dans la façon dont Romain l'écoutait la faisait se sentir en sécurité pour s'ouvrir. Et moi, à propos de quoi penses-tu que je me mens à moi-même ? Léa l'observa attentivement. Ses yeux bleus, sa posture droite mais légèrement tendue, la façon dont ses mains bougeaient nerveusement quand il réfléchissait. À propos d'être satisfait de ta vie, à propos du fait que le succès professionnel est suffisant pour te rendre heureux, à propos de ne pas te sentir seul dans cette maison trop grande pour une seule personne. Ce fut au tour de Romain de paraître surpris. Comment savez-vous que je me sens seul ? À la façon dont vous regardez les choses, quand vous croyez que personne ne vous regarde. C'est le même regard que j'avais quand je vivais encore seul dans mon appartement, avant que tout ne s'écroule. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, absorbant les révélations inattendues qu'ils avaient partagées. « Léa, » dit Romain finalement, « puis-je vous poser une question personnelle ? » « Oui. Que s'est-il réellement passé à l'université ? Qui est celui qui vous a fait du tort ? Et pourquoi ?» Léa sentit sa poitrine se serrer. C'était un sujet qu'elle évitait de penser, mais qui ne quittait jamais complètement son esprit. Il y avait un professeur plus âgé dans le département, Antoine Moreau. Il s'intéressait à moi, mais j'ai toujours clairement fait savoir que je n'étais pas intéressé. Quand j'ai commencé à être considéré pour un poste permanent qu'il voulait aussi pour son filleul, il a décidé de me saboter. Comment ? Il a falsifié des documents, faisant croire que j'avais copié des parties de ma thèse de doctorat d'autres auteurs. Il a placé des preuves dans mon ordinateur, a soudoyé des personnes pour qu'elles témoignent contre moi. Lorsque l'enquête a commencé, je n'ai pas pu prouver mon innocence à temps pour sauver ma carrière. L'université l'a remise en question, mais Antoine était très respecté et influent. Il avait des amis à des postes importants. J'étais juste une jeune professeure, sans beaucoup de connexions politiques. Que s'est-il passé à la fin ? J'ai été renvoyé. Mon nom a été publiquement sali. D'autres universités ne voulaient pas m'embaucher. J'ai perdu mon appartement parce que je ne pouvais plus payer le loyer. Mes amis se sont éloignés parce qu'ils ne savaient pas s'ils devaient me croire ou croire les accusations. Léa sentit des larmes commencer à se former, mais elle les retint. En quelques mois, j'ai tout perdu. Carrière, maison, amis, réputation.
Quand l'argent a manqué, j'ai fini dans la rue. Et vous n'avez jamais essayé de lutter contre les accusations? J'ai essayé. J'ai engagé un avocat avec le peu d'argent que j'avais, mais nous n'avons pas obtenu suffisamment de preuves pour renverser la situation. L'avocat m'a dit qu'il serait préférable d'accepter un accord et d'aller de l'avant, être de changer de ville et de commencer une nouvelle carrière. Mais vous n'avez pas accepté? Non, parce qu'accepter signifierait admettre que j'ai fait quelque chose de mal et je ne l'ai pas fait. Romain se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos un instant. « Léa, dit-il sans se retourner, si vous pouviez avoir une seconde chance de prouver votre innocence, la saisiriez-vous? Bien sûr, mais je ne sais pas comment cela serait possible maintenant. » Romain se retourna pour la regarder. « Et si je vous disais que je connais des gens qui pourraient vous aider, des détectives privés, des avocats spécialisés, des gens avec des ressources pour découvrir la vérité ?» Léa sentit son cœur s'accélérer. « Pourquoi feriez-vous cela? Notre accord n'incluait pas que vous dépensiez de l'argent pour essayer de laver mon nom, parce que c'est la bonne chose à faire. Et pourquoi? Parce que je vous apprécie, Léa, en tant que personne, en tant qu'amie, et les amis s'entraident. » Elle garda le silence, traitant ce qu'il avait dit. C'était une offre généreuse, mais aussi dangereuse. Cela signifiait s'ouvrir à nouveau, revivre toute la douleur et l'humiliation du passé. « J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle finalement. Bien sûr, il n'y a pas de hâte, l'offre tiendra toujours. » Le lendemain matin, Léa se réveilla dans son nouveau lit, dans sa nouvelle chambre, dans sa nouvelle vie temporaire. Pour la première fois depuis des mois, elle avait dormi une nuit entière sans se réveiller en sursaut. La sensation de sécurité était presque étrange après si longtemps. Elle descendit prendre le petit déjeuner et trouva Romain déjà assis à table, lisant le journal et buvant du café. Il portait un costume gris et semblait prêt pour une autre journée de travail. « Bonjour », le salua-t-elle en s'asseyant sur la chaise d'en face. « Bonjour, vous avez bien dormi? » « Très bien, merci. » Madame Dubois apparut avec un plateau de fruits frais, de pain, de fromage et de jus. « Madame Léa, » dit la gouvernante, « à partir d'aujourd'hui, vous pouvez me dire quelles sont vos préférences pour les repas. J'aime savoir ce que les gens de la maison aiment manger. »« Je ne suis pas très exigeante, » répondit Léa. « Je mange pratiquement de tout. Avez-vous des allergies? Des restrictions alimentaires? » « Non, aucune. » Après le départ de Madame Dubois, Romain expliqua le programme de la journée. « Le déjeuner avec ma famille est à 12h30. Ce sera ici à la maison. Ma secrétaire s'occupe de tous les préparatifs. Combien de personnes viendront? 8. Nous deux, ma cousine Sophie et son mari, 2 cousins du côté de ma mère, ma secrétaire Clara et 2 associés de l'entreprise. Et comment allons-nous expliquer notre mariage si soudain, comme prévu, que ce fut le coup de foudre et que nous n'avons pas voulu attendre? Ta famille avalera cette explication? Sophie la remettra certainement en question. Elle est très méfiante par nature, mais les autres l'accepteront probablement sans trop de questions. » Romain termina son café et se leva. « Je dois aller travailler maintenant, mais je serai de retour avant le déjeuner. Si vous avez besoin de quelque chose, Madame Dubois sait où me trouver. » Après son départ, Léa se retrouva seule dans le manoir pour la première fois. C'était étrange de se sentir dans un endroit si grand et luxueux. Elle décida d'explorer un peu la maison. La bibliothèque au 2e étage l'impressionna particulièrement. Les murs étaient recouverts d'étagères du sol au plafond, remplis de livres de toutes sortes, classiques de la littérature mondiale, livres de commerce, biographies, même quelques romans contemporains. C'était clairement la bibliothèque de quelqu'un qui lisait vraiment, pas seulement pour la décoration. Elle prit un exemplaire du Rouge et le Noir sur l'étagère et s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas lu pour le pur plaisir, sans la pression de préparer des cours ou des recherches universitaires. Madame Dubois la trouva là quelques heures plus tard. « Madame Léa, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai besoin de confirmer quelques détails concernant le déjeuner. »« Bien sûr. Dites-moi, madame veut-elle que je prépare un plat spécial ou puis-je continuer avec le menu que j'ai déjà prévu? Ce que vous avez prévu est parfait. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Madame Dubois hésita un instant avant de parler. « Puis-je faire une observation personnelle? » Bien sûr. C'est bien de voir Monsieur Romain avec quelqu'un qui apprécie les livres. Son ex-petite amie n'est jamais entrée dans la bibliothèque. Elle disait que lire lui donnait mal à la tête. Il a eu une petite amie sérieuse pendant près de 2 ans, Fanny. Une jolie fille, mais très, matérialiste. Léa était curieuse, mais ne voulait pas paraître indiscrète en posant trop de questions. Que s'est-il passé entre eux? Elle a rompu avec lui quand elle a découvert qu'il devrait se marier avant ses 35 ans pour recevoir l'héritage. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de pression pour se marier. C'était ironique, pensa Léa. L'ex-petite amie ne voulait pas épouser Romain, et maintenant il était marié à une complète inconnue. À 12h15, Romain arriva à la maison et alla directement à sa chambre pour se changer. Quand il redescendit, il portait un pantalon de ville noir et une chemise blanche. Un look plus décontracté,
mais toujours élégant. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Nerveuse » admit Léa. « Et s'ils ne m'aiment pas, ils vous aimeront. Et même s'ils ne vous aiment pas, ce n'est pas grave. Le seul qui doit approuver notre mariage est mon grand-père, et il l'a déjà approuvé. » Les invités commencèrent à arriver à 12h30 précises. Arrivèrent d'abord Clara, la secrétaire de Romain, une femme d'une quarantaine d'années à l'allure professionnelle et au sourire aimable, ainsi que les 2 associés de l'entreprise, des hommes d'âge mûr qui saluèrent Léa poliment mais sans grand intérêt. Vinrent ensuite les cousins de Romain, Marc et Pierre, tous 2 d'une quarantaine d'années avec leurs épouses respectives. Ils semblaient être des personnes sympathiques et traitèrent Léa avec cordialité. Sophie arriva en dernier, accompagnée de son mari. C'était une femme grande, blonde, bien habillée, avec une expression que Léa identifia immédiatement comme hostile. Elle devait avoir environ 40 ans et portait des bijoux coûteux qui brillaient à chaque geste. « Alors, c'est toi la fameuse Léa » dit Sophie lorsque Romain les présenta. « Quelle merveilleuse surprise de découvrir que mon cousin s'est marié sans en informer personne dans la famille. » Son ton de voix laissait clairement entendre qu'elle ne trouvait pas la surprise si merveilleuse que ça. « Enchantée de vous rencontrer, Sophie » répondit Léa en gardant son calme. « Le plaisir est pour moi. Je suis très curieuse de connaître la femme qui a réussi à mener mon cousin à l'hôtel en moins d'1 mois de relation. »« Sophie, » intervint Romain. « Allons déjeuner. Madame Dubois a préparé un menu spécial. » Pendant le déjeuner, Sophie bombarda Léa de questions apparemment innocentes, mais clairement destinées à la mettre mal à l'aise ou à révéler des incohérences dans son histoire. « Et où vous êtes-vous rencontrés exactement » demanda Sophie en coupant son saumon. « Dans une librairie du centre » répondit Léa calmement. Romain cherchait un livre sur la gestion d'entreprise et j'achetais un exemplaire du Rouge et le Noir pour le relire. Quelle coïncidence intéressante. Romain déteste le Rouge et le Noir. Il a toujours dit que c'est un livre ennuyeux et démodé. Léa regarda Romain, qui parut un peu mal à l'aise. « Les gens peuvent changer d'avis sur la littérature, » dit-elle, « surtout quand ils rencontrent quelqu'un qui peut leur montrer une perspective différente sur les classiques. »« C'est vrai, » acquiesça Romain rapidement. Léa m'a fait voir des aspects du livre que je n'avais jamais remarqués auparavant. « Quel romantique !» commenta Sophie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et on m'a dit que vous étiez professeur d'université. Dans quelle université avez-vous travaillé ?» Léa sentit son estomac se nouer, mais elle garda une voix ferme. « À l'université Paris-Sorbonne, département de lettres. Intéressant. Et pourquoi êtes-vous partie de là, Sophie ?» dit Romain d'un ton d'avertissement. Je ne pense pas qu'il soit approprié d'interroger Léa comme si c'était un témoignage. « Tout va bien ?» dit Léa en touchant légèrement le bras de Romain. « J'ai eu quelques divergences académiques avec des collègues et j'ai décidé qu'il était temps de chercher de nouveaux horizons. »« Divergences académiques » répéta Sophie. « Comment ça ?»« Des différences d'opinion sur la méthodologie d'enseignement et la direction des recherches. Rien de très dramatique, c'était techniquement vrai, bien qu'une version très édulcorée des faits. » Clara, la secrétaire, tenta de changer de sujet. « Romain m'a dit que vous êtes très cultivée, Léa. Ce doit être merveilleux d'avoir quelqu'un avec qui il puisse converser sur les livres et l'art. »« Oui, ça l'est, » acquiesça Léa, reconnaissante de l'intervention. « Romain a une bibliothèque impressionnante. J'y ai lu quelques livres ce matin. Quel genre de littérature appréciez-vous le plus ?» demanda Marc, l'un des cousins. « La littérature française classique principalement, mais j'aime aussi les auteurs contemporains. Récemment, je me suis intéressé aux biographies d'écrivains. » La conversation coula plus naturellement après cela, avec des discussions sur les livres, les voyages et les projets d'avenir. Sophie continua de lancer des regards méfiants à Léa, mais cessa les interrogations directes. Une fois tous les invités partis, Romain et Léa s'assirent dans le salon, tous 2 clairement épuisés. « Comment penses-tu que cela s'est passé ?» demanda-t-il. « Ta cousine me déteste », répondit Léa directement. Sophie se méfie de tout le monde. Ne le prends pas personnellement. Elle soupçonne clairement qu'il y a quelque chose qui cloche avec notre mariage, mais elle ne peut rien prouver. Et même si elle le pouvait, que ferait-elle? Le dire à mon grand-père. Il nous a déjà approuvés. Romain, j'ai une question à te poser. Quoi? Tu détestes vraiment le Rouge et le Noir? Romain sourit pour la première fois depuis le déjeuner. Je le déteste. Je pense que c'est l'un des livres les plus ennuyeux que j'ai essayé de lire. Alors pourquoi as-tu dit que tu avais changé d'avis à son sujet? Parce que j'avais besoin de te défendre. Et c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Léa sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il y avait si longtemps que quelqu'un la défendait, même dans une situation aussi minime. « Merci », dit-elle doucement. « De rien, nous sommes une équipe maintenant. Tu te souviens? Au moins pour les prochains mois. » Cette nuit-là, Léa s'allongea dans son lit en pensant à ce qui s'était passé pendant la journée. Le déjeuner avait été une épreuve, et elle avait le sentiment d'avoir réussi, même avec l'hostilité de Sophie. Mais ce qui la perturbait le plus,
C'était la perception croissante qu'elle appréciait Romain en tant que personne. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour ce qu'il faisait pour elle. C'était une sympathie authentique, de l'admiration même. Et c'était dangereux parce que quand ces 6 mois seraient terminés, ils divorceraient et mèneraient des vies séparées. Elle ne pouvait pas se permettre de développer de réels sentiments pour un homme qui n'était marié avec elle que par commodité. Elle devait maintenir une distance émotionnelle, être reconnaissante, cordiale, remplir sa part de l'accord, mais ne pas s'impliquer émotionnellement. C'était plus facile à dire qu'à faire. Le lendemain matin, un mardi, Romain était parti tôt pour une réunion importante à l'entreprise. Léa prenait son petit déjeuner seule quand Madame Dubois s'approcha, l'air préoccupé. « Madame Léa, il y a une personne ici qui veut vous parler. »« À moi ? Qui ?» ?»« Un homme qui dit s'appeler Antoine. Il dit qu'il vous connaît de l'université. » Léa sentit le sang se figer dans ses veines. Antoine Moreau, le professeur qui avait détruit sa vie. Que faisait-il là? Où est-il? Dans le salon. Il a dit que c'est urgent. Léa respira profondément, essayant de se calmer. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. « Dites-lui que je descends tout de suite. » Elle monta rapidement à sa chambre, échangea sa robe de chambre contre des vêtements plus appropriés et descendit affronter l'homme qui lui avait tout pris. Antoine Moreau se tenait près de la fenêtre du salon, regardant le jardin. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, à l'apparence distinguée. Il portait un costume et une cravate comme toujours. Quand il la vit entrer, il se retourna avec un sourire qu'elle connaissait bien et avait toujours détesté. « Léa, ma chère, comment allez-vous » Différemment. « Que voulez-vous, Antoine ?»« Oh, quelle froideur. Vous ne me saluerez même pas correctement ?»« Parlez. Que venez-vous faire ici ?» Antoine s'assit sans y être invité, croisa les jambes et adopta une posture décontractée. « J'ai appris que vous avez épousé un riche homme d'affaires. Félicitations. J'ai toujours su que vous étiez intelligente. Comment avez-vous su pour mon mariage ?»« Ah, Léa, Paris n'est pas si grand. Les nouvelles se répandent. Un mariage éclair d'un homme d'affaires influent avec une ancienne professeure d'université attire l'attention. » Léa resta debout, gardant ses distances. « Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous êtes venu faire ici. Je suis venu faire une proposition, une offre de paix, si l'on peut dire. » « Quel genre d'offre ? Je suis prêt à admettre publiquement que les accusations contre vous étaient exagérées. Je peux même vous aider à réhabiliter votre nom académiquement. » Léa sentit son cœur s'accélérer, mais se força à garder une expression neutre. En échange de quoi? Une somme symbolique, 25 000 € pour couvrir quelques inconvénients que je devrais affronter pour corriger la situation. Essayez-vous de me faire chanter? Je préfère y penser comme une opportunité commerciale. Vous avez accès à des ressources maintenant grâce à votre mari. 25 000 € est une somme insignifiante pour un homme de sa position. Léa sentit la rage monter comme une lave brûlante. Vous avez détruit ma vie, vous m'avez fait perdre tout ce que j'avais, et maintenant vous voulez que je vous paie pour admettre que vous avez menti? Soyons pratiques. Léa, voulez-vous votre nom propre? C'est votre chance, sinon, je peux vous assurer que les portes du milieu académique vous resteront fermées pour toujours. Sortez de ma maison. Réfléchissez bien à ma proposition. Vous avez 48 heures pour décider. Antoine se leva et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Ah, et Léa, votre mari est-il au courant de votre passé, des accusations? Ce serait dommage s'il découvrait qu'il a épousé quelqu'un avec une réputation douteuse. » Sur ce, il partit, laissant Léa tremblante de rage et de peur. Elle courut à sa chambre et s'y enferma. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine composer le numéro de Romain sur son portable. « Léa, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de te parler. C'est urgent. Je suis en pleine réunion importante. Cela peut-il attendre que je rentre à la maison? Non, ça ne peut pas. C'est à propos de mon passé, de la personne qui m'a fait du tort à l'université. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Je quitte d'ici. J'arrive dans 20 minutes. » Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Nous qui commençons. Continuons. Romain arriva à la maison en 15 minutes. Trouvant Léa toujours enfermée dans sa chambre. Elle ouvrit la porte quand elle entendit sa voix et il remarqua immédiatement qu'elle était visiblement affectée. Que s'est-il passé? Antoine est venu ici. Le professeur qui m'a accusé de plagiat. Romain la guida vers les fauteuils près de la fenêtre et s'assit en face d'elle. Racontez-moi tout depuis le début. Léa raconta la conversation, chaque mot, chaque menace voilée. Romain écouta en silence, mais elle put voir la rage grandir dans ses yeux. Il essaye de vous faire chanter, dit Romain quand elle eut fini. Je sais, mais et s'il met ses menaces à exécution, et s'il raconte à ton grand-père les accusations, même si elles sont fausses, cela pourrait suffire à tout gâcher. Cela ne gâchera rien. Mon grand-père n'est pas le genre de personne à juger quelqu'un sans connaître les faits, mais Antoine peut inventer des preuves convaincantes. Il l'a déjà fait. Romain resta silencieux un instant, réfléchissant. Léa,
Avez-vous confiance en moi? Oui, je crois que oui. Alors laissez-moi m'en occuper. J'ai des ressources et des contacts qui peuvent aider à gérer des hommes comme ça. Que vas-tu faire? D'abord, je vais engager un détective privé pour découvrir tout ce qui est possible sur les activités récentes de cet Antoine. S'il essaye de vous faire chanter maintenant, il l'a probablement déjà fait avec d'autres personnes. Et ensuite, nous allons exposer la vérité de la bonne manière avec des preuves solides qui ne peuvent être remises en question. Léa sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Cela va coûter beaucoup d'argent. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Préoccupez-vous de me donner toutes les informations que vous avez sur cet homme et sur ce qu'il vous a fait à l'université. Pourquoi faites-vous cela? Cela va bien au-delà de notre accord initial. Romain se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Parce que vous ne méritez pas de vivre dans la peur de quelqu'un qui vous a injustement nui, et parce que ce qui vous arrive m'importe. Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit sentir à Léa qu'il ne parlait pas seulement comme un ami serviable. « Romain, ne dites rien maintenant », l'interrompit-il, toujours de dos. « Concentrons-nous d'abord sur la résolution de cette situation. Nous discuterons du reste plus tard. » Cet après-midi-là, Romain annula tous ses engagements et se consacra à passer des appels et à organiser des rencontres avec des personnes qui pourraient aider. En quelques heures, il avait engagé l'un des meilleurs détectives privés de Paris et organisé une consultation avec un avocat spécialisé en droit académique. « Comment as-tu réussi à organiser tout ça si vite ?» demanda Léa impressionnée. « Quand on a des ressources et qu'on sait à qui parler, les portes s'ouvrent, » répondit-il. « Demain matin, nous allons rencontrer le détective. Il aura besoin de tous les détails dont vous vous souvenez sur ce qui s'est passé. Et si Antoine découvre que nous enquêtons sur lui, tant mieux, les hommes comme lui deviennent négligents quand ils sont nerveux. » Cette nuit-là, pendant le dîner, Romain raconta à Léa sa propre expérience avec le chantage et les menaces. « Quand j'étais plus jeune et que je reprenais progressivement l'entreprise de mon grand-père, plusieurs personnes ont tenté de m'extorquer, d'anciens employés insatisfaits, des concurrents, même quelques parents éloignés. J'ai appris que la seule façon de traiter avec ce genre de personnes est de les affronter de front. Et ça a toujours marché ? Les maîtres chanteurs sont des lâches par nature. Quand ils réalisent que vous n'allez pas vous laisser intimider, ils reculent généralement. Mais, et si Antoine est différent, alors nous allons détruire sa crédibilité une bonne fois pour toutes, de manière légale, mais définitive. » La détermination dans la voix de Romain était réconfortante, mais Léa sentait toujours un nœud au ventre. Elle connaissait Antoine depuis des années et savait qu'il était astucieux et malveillant. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-elle après un moment. « Bien sûr. Pourquoi ne t'es-tu jamais marié avant ? Je veux dire vraiment, pas pour l'héritage. » Romain hésita, jouant avec sa serviette. « Parce que je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me fasse sentir que le risque en valait la peine. » Quel risque? Le risque d'ouvrir mon cœur à quelqu'un et ensuite de perdre cette personne, comme cela s'est passé avec mes parents. Léa comprit. C'était la même raison pour laquelle elle s'était tenue à l'écart des relations sérieuses pendant des années. Et maintenant, tu prends ce risque avec moi. Romain la regarda dans les yeux pour la première fois de la conversation. Je crois que j'ai déjà commencé à le prendre. Que je le veuille ou non. Léa sentit son cœur s'accélérer. Il y avait une intensité dans son regard qui lui fit réaliser que la dynamique entre eux avait changé. Ils n'étaient plus seulement deux étrangers remplissant un accord commercial. Romain, je sais, c'est compliqué. Ce n'était pas ce que nous avions prévu. Nous ne pouvons pas nous compliquer émotionnellement. Quand tout cela sera terminé, nous déciderons ce que nous voulons faire de ce qui se passe entre nous. Léa resta éveillée tard cette nuit-là, pensant à la conversation. Elle était en territoire inconnu. Elle avait épousé Romain pour résoudre un problème pratique de sa part et relancer sa propre vie. Elle n'avait pas prévu de s'impliquer émotionnellement, mais il était trop tard. Elle était déjà impliquée. Le lendemain matin, Romain et Léa rencontrèrent le détective privé dans un café discret du centre-ville. Jean-Luc Fournier était un homme de 50 ans, ancien policier, à l'apparence ordinaire, qui passait inaperçu dans n'importe quelle foule. « J'ai besoin de tous les détails sur ce professeur », dit Jean-Luc en ouvrant un carnet. « Nom complet, où il travaille maintenant, quelles sont ses habitudes, qui sont ses amis et contacts ?» Léa fournit toutes les informations dont elle se souvenait sur Antoine. Jean-Luc prenait des notes méticuleuses et posait parfois des questions précises. Et à propos de l'époque de l'accusation, qui d'autres étaient impliqués dans le processus, il y avait un comité d'enquête formé de 5 professeurs. Le coordinateur était un ami proche d'Antoine, Noms. Léa fournit les noms et toutes les circonstances dont elle pouvait se souvenir. Jean-Luc sembla satisfait du volume d'informations. « Je vais commencer par enquêter sur les activités actuelles de cet Antoine », expliqua-t-il. « S'il essaye de vous faire chanter, ce n'est probablement pas la première fois. Les hommes comme lui ont des schémas de comportement. Combien de temps cela va-t-il prendre ? Demanda Romain. Pour avoir des informations préliminaires, 1 semaine. Pour construire un dossier solide, peu,
être un moi. Et s'il met ses menaces à exécution avant cela, alors nous serons prêts à riposter immédiatement. En sortant de la réunion, Romain semblait confiant, mais Léa était toujours inquiète. Et si, au final, nous découvrons que nous n'avons pas suffisamment de preuves pour démontrer qu'il a falsifié les accusations? Alors au moins, nous aurons suffisamment d'informations pour neutraliser toute tentative de chantage futur. Ce n'est pas suffisant pour moi, dit Léa avec fermeté. Je veux que la vérité soit connue. Je veux que mon nom soit complètement lavé. Romain s'arrêta de marcher et la regarda. Et vous l'obtiendrez. Je vous le promets. Il y avait une conviction dans sa voix qui fit que Léa crut pour la première fois depuis des mois qu'il serait peu être possible de retrouver sa réputation et sa carrière. Pendant le reste de la semaine, la vie au manoir suivit une routine relativement normale. Romain partait travailler le matin et rentrait en fin d'après-midi. Léa passait la journée à lire dans la bibliothèque, à converser avec Madame Dubois et à essayer de ne pas penser obsessionné par l'enquête en cours. Le week-end, ils reçurent une invitation inattendue. « Mon grand-père veut nous inviter à un dîner spécial samedi soir », annonça Romain le vendredi pendant le petit déjeuner. « Il y aura plus de monde de la famille, quelques amis proches de lui. C'est assez formel. Il veut vous présenter à son cercle social. C'est une sorte d'approbation officielle. » Léa sentit son estomac se nouer. Plus il y aurait de gens qui connaîtraient leur histoire inventée, plus le risque que quelqu'un découvre des incohérences serait grand. « Tout ira bien », la rassura Romain, comme s'il lisait dans ses pensées. Ce sont des gens éduqués. Ils poseront des questions polies et accepteront des réponses polies. Le samedi soir, Léa s'habilla avec soin pour le dîner. Elle choisit une robe bleu foncé, élégante mais discrète, des chaussures basses et confortables et des bijoux minimaux. Elle voulait faire bonne impression, sans avoir l'air de vouloir impressionner. La maison du grand-père de Romain était pleine d'invités à leur arrivée. Une vingtaine de personnes circulaient dans le salon, un verre à la main, conversant en petits groupes. Léa reconnut quelques visages du déjeuner précédent, mais la plupart lui étaient inconnus. Armand les reçut chaleureusement. « Léa, ma chère, quel plaisir de vous revoir. Vous êtes radieuse. Merci, monsieur Armand. La maison est magnifique. Venez, je veux vous présenter à des personnes spéciales. » Dans les 2 heures qui suivirent, Léa fut présentée à des hommes d'affaires, des médecins, des avocats, des professeurs à la retraite et leurs épouses respectives. Les conversations étaient superficielles, mais agréables, et elle réussit à se détendre progressivement. Ce fut pendant le dîner que la situation se compliqua. Elle était assise entre Romain et une élégante dame d'une 60aine d'années, nommée Madame Lafont, qui mentionna nonchalamment « Léa, j'ai appris que vous étiez professeur à l'université Paris-Sorbonne. Quelle coïncidence, ma belle-fille a aussi étudié les lettres là. Bah, peu, être vous connaissez-vous? C'est possible, répondit Léa prudemment. Quand a-t-elle obtenu son diplôme? Il y a environ 3 ans. Son nom est Camille Bernard. Elle parle toujours très bien des professeurs qu'elle a eus. Léa faillit s'étouffer avec son vin. Camille Bernard avait été l'une de ses étudiantes les plus brillantes et aussi l'une des premières à l'abandonner lorsque les accusations de plagiat avaient éclaté. « Camille, oui, je m'en souviens, » dit Léa en essayant de garder une voix neutre. « Quelle merveille! Je vais lui dire que je vous ai rencontré. Je suis sûre qu'elle sera contente de savoir que vous allez bien. » Léa échangea un regard inquiet avec Romain. Si Camille apprenait qu'elle s'était mariée avec un riche homme d'affaires si peu de temps après avoir vécu dans la rue, elle poserait certainement des questions. Et Camille connaissait tous les détails des accusations à l'université. « En réalité, dit Léa rapidement, je préfère ne pas mélanger ma vie actuelle avec mon passé professionnel. Je suis dans une phase de transition, vous comprenez? Bien sûr, ma chère, je comprends parfaitement. » Mais Léa remarqua que Madame Lafont était restée curieuse de sa réaction. Une personne de plus qui repartirait probablement avec des questions sans réponse. Après le dîner, en rentrant chez eux, Romain demanda « Qui est Camille Bernard ?» Léa soupira. « Une ancienne élève, une de celles qui m'ont abandonné quand les accusations ont commencé. Crois-tu qu'elle puisse causer des problèmes? Si elle découvre notre mariage et en parle à d'autres personnes de l'université, oui, ça peut être problématique. Nous nous en occuperons si cela arrive. Il ne sert à rien de s'inquiéter avant l'heure. » Mais Léa s'inquiétait déjà. Elle avait l'impression de marcher sur un champ de mine où n'importe quel faux pas pourrait faire exploser toute sa nouvelle vie. Le lundi, Jean-Luc appela avec les premières informations sur Antoine. « Je peux venir cet après-midi » demanda-t-il. « J'ai des choses intéressantes à vous montrer. » Romain annula une réunion pour être présent lorsque l'enquêteur arriva. Jean-Luc apporta un dossier rempli de documents et de photographies. Notre ami professeur a été très occupé, commença-t-il en étalant des papiers sur la table du salon. J'ai découvert qu'il a appliqué le même stratagème sur au moins 2 autres personnes au cours des 3 dernières années. Comment ça? Demanda Léa, une professeure de l'université de Lyon et un chercheur de l'université de Strasbourg. Tous 2 ont été accusés de plagiat dans des circonstances très similaires aux vôtres. Et dans les 2 cas,
Antoine était impliqué dans les comités d'enquête. Romain se pencha pour examiner les documents. Et qu'est-il arrivé à ces autres victimes? La professeure de l'Université de Lyon a réussi à prouver son innocence après 2 ans de lutte juridique, mais a perdu le poste de titulaire qu'elle convoitait. Le chercheur de Strasbourg a complètement changé de domaine et travaille maintenant dans une entreprise privée. Cela prouve qu'il existe un schéma, dit Léa, ressentant un mélange de soulagement et de colère. Exactement. Mais il y a plus. Antoine a un fils qui fait son doctorat dans une université prestigieuse de Paris. Les frais de scolarité sont chers et, d'après les documents financiers auxquels j'ai pu accéder, son salaire de professeur ne serait pas suffisant pour couvrir ses coûts. Est-ce que quelqu'un le paie pour saboter d'autres professeurs? Demanda Romain. C'est une possibilité. Ou utilise-t-il le chantage pour obtenir de l'argent supplémentaire? Je dois enquêter plus en profondeur pour en être sûr. Jean-Luc montra quelques photographies d'Antoine entrant et sortant d'immeubles chers, dînant dans des restaurants sophistiqués, conduisant une voiture qui coûtait bien plus que ce qu'il pouvait se permettre avec son salaire. Son style de vie ne correspond pas à ses revenus officiels, observa l'enquêteur. C'est toujours un signal d'alarme. Que faisons-nous maintenant? Demanda Léa. Maintenant, nous allons parler aux autres victimes. Si nous parvenons à les faire collaborer, nous pourrons construire un dossier beaucoup plus solide. Dans les jours qui suivirent, Jean-Luc réussit à contacter la professeure de l'Université de Lyon et le chercheur de Strasbourg. Tous deux se montrèrent intéressés à coopérer lorsqu'ils apprirent qu'il y avait d'autres victimes. La professeure de l'Université de Lyon, la docteure Hélène Lefebvre, accepta de rencontrer Léa dans un café parisien à la fin de la semaine. Je n'ai jamais pu le prouver, mais j'ai toujours su qu'Antoine avait un intérêt personnel à me nuire, commenta Hélène pendant la rencontre. Il voulait le poste de coordinateur du programme de 3e cycle que je convoitais. Et vous avez obtenu le poste après avoir prouvé votre innocence? Non. Le poste est allé à l'un de ses protégés. J'ai quitté l'université complètement et j'ai commencé à travailler dans une école privée. Avez-vous toujours des documents de votre processus? J'ai tout conservé. Je n'ai jamais pu me débarrasser des papiers dans l'espoir qu'un jour ils puissent servir à quelque chose d'utile. Léa se sentit moins seule pour la première fois depuis des mois. D'autres personnes comprenaient exactement ce par quoi elle était passée. Le chercheur de Strasbourg, le docteur Thomas Lambert, partagea une histoire encore plus troublante lors d'une vidéoconférence. Antoine m'a cherché après la fin de mon dossier, raconta Thomas. Il a dit qu'il pouvait m'aider à laver mon nom en échange d'une faveur. Il voulait que je falsifie des données d'une recherche qui bénéficierait à une entreprise qui le soudoyait. Et vous l'avez fait? Demanda Léa. Bien sûr que non, mais la menace était claire. Si je ne coopérais pas, il s'assurerait que je ne travaille plus jamais dans aucune université du pays. Romain participa à toutes ces conversations, prenant des notes et posant des questions pertinentes. Léa fut impressionnée par sa capacité à comprendre rapidement les nuances de la situation. Nous sommes confrontés à quelque chose de bien plus grave qu'un chantage individuel, observa-t-il après la conversation avec Thomas. C'est de la corruption systémique. Jean-Luc fut d'accord. Et les hommes comme Antoine travaillent rarement seuls. Il existe probablement un réseau de personnes impliquées. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Demanda Léa. Cela signifie que lorsque nous exposerons cette situation, non seulement vous serez exonérés, mais vous serez considéré comme l'une des premières victimes d'un stratagème bien plus vaste. C'était plus que ce que Léa avait osé espérer, non seulement laver son nom, mais être reconnue publiquement comme victime d'une injustice. Mais cela signifiait aussi que les risques étaient plus grands. Si Antoine faisait partie d'un réseau de corruption, il avait des ressources et des relations qui pourraient le rendre plus dangereux s'il se sentait menacé. Le jeudi de la 2e semaine, après la visite d'Antoine, il apparut de nouveau au manoir de Romain. Cette fois, il ne fut pas annoncé poliment par Madame Dubois. Il apparut simplement à la porte quand Léa était seule à la maison. « Le temps est écoulé, Léa, » dit-il dès qu'elle ouvrit la porte. « J'espère que vous avez réfléchi à ma proposition. »« Oui, j'y ai réfléchi, » répondit-elle, gardant la porte entr'ouverte. « Et ma réponse est non. » L'expression d'Antoine changea immédiatement. Le faux sourire disparut, révélant quelque chose de plus sombre. « J'espère que vous ne regretterez pas cette décision. Je ne le regretterai pas. Nous verrons bien. Votre cher mari sait-il qu'il est marié à une imposture académique, une femme qui a volé les travaux d'autres professeurs? Il sait la vérité sur ce que tu as fait. » Antoine parut vraiment surpris. « Ah, oui? Et qu'est-ce que tu penses pouvoir prouver exactement? Plus que tu ne l'imagines. » Léa referma la porte et appela immédiatement Romain. Il fut à la maison en 10 minutes avec Jean-Luc, qui avait été appelé pour une réunion d'urgence. « Il se sent sous pression, » observa l'enquêteur. « C'est bon, les personnes sous pression commettent des erreurs. » « Quel genre d'erreur ?» demanda Romain. « Ils vont tenter d'accélérer leur combine. Peut-être contacteront-ils des complices de manière négligente ou tenteront-ils de se débarrasser de preuves à la hâte, et s'ils tentent de nuire publiquement à Léa avant que nous ne parvenions à l'exposer, alors nous serons prêts à riposter immédiatement. »
Jean-Luc avait préparé une stratégie pour cette éventualité. Il avait des contacts dans les médias qui pourraient publier la vraie version de l'histoire si Antoine tentait de répandre des mensonges. Mais je préfère éviter une guerre publique, expliqua-t-il. Il est préférable de résoudre cela en coulisses, de manière à ce qu'Antoine soit contraint d'admettre la vérité sans causer plus de tort à personne. Comment? En le confrontant avec des preuves irréfutables de ses autres crimes. S'il sait qu'il peut être arrêté ou tout perdre, il acceptera peu. Être un accord où il avoue l'affaire de Léa en échange de ne pas être poursuivi pour les autres fraudes. C'était un plan risqué, mais cela semblait être la meilleure option disponible. Le week-end, Romain suggéra de faire quelque chose de relaxant pour se distraire de la situation stressante. « Et si nous allions au centre Pompidou ?» proposa-t-il. « Il fait un temps magnifique, et vous semblez avoir besoin d'une distraction. » Léa pensa que c'était une bonne idée. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas visité le musée d'art contemporain à Paris, et elle avait toujours aimé se promener dans les jardins et observer les installations artistiques. Dans la voiture, en route pour le centre Pompidou, ils conversèrent de sujets plus légers, l'art, la musique, les lieux qu'ils avaient visités, les livres qu'ils avaient lus récemment. C'était réconfortant d'avoir une conversation normale après des semaines passées à se concentrer uniquement sur les problèmes et les enquêtes. « Puis-je poser une question ?» dit Romain en conduisant. « Bien sûr, si nous parvenons à résoudre tout cela avec Antoine et à laver votre nom, que voulez-vous faire ensuite ?» Léa réfléchit un instant. « Reprendre l'enseignement est ce que j'ai toujours voulu faire. Enseigner la littérature, encadrer des recherches, travailler avec des jeunes désireux d'apprendre. À Paris, je ne sais pas, il serait être préférable de commencer dans une autre ville, dans une autre région, où personne ne me connaît et où je pourrais avoir un nouveau départ complètement frais. » Romain resta silencieux pendant quelques instants. « Et nous ?» demanda-t-il finalement. Léa sentit son cœur s'accélérer. C'était la question que tous deux avaient évité de poser directement. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Notre situation est très compliquée. Pourquoi ? Parce que cela a commencé comme un accord commercial. Comment puis-je être sûr que ce que je ressens est réel et non seulement de la gratitude ou de la commodité ? Et moi, comment puis-je être sûr que vous n'êtes pas ici uniquement pour l'argent et la sécurité ? » C'étaient des questions justes et difficiles à répondre. « Peut-être ne le découvrirons-nous que lorsque nous n'aurons plus aucune raison pratique d'être ensemble, » dit Léa. « Peut-être. » Au centre Pompidou, ils se promenèrent dans les jardins dans un silence confortable, observant les installations artistiques et profitant de l'air pur et de la tranquillité des lieux. C'était le premier jour depuis des semaines que Léa réussissait à se détendre complètement et à ne pas penser aux problèmes qui les entouraient. « Merci de m'avoir amené ici », dit-elle alors qu'ils étaient assis sur un banc observant une sculpture. « Merci d'avoir accepté de venir. Il y avait longtemps que je ne me sentais pas aussi tranquille. Même avec tous les problèmes que nous rencontrons, surtout à cause d'eux, vous m'avez fait réaliser qu'il y a des choses dans la vie plus importantes que le travail et les obligations familiales. » Léa le regarda. Le soleil de l'après-midi illuminait ses yeux bleus et il y avait une expression de sérénité sur son visage qu'elle voyait rarement quand ils étaient à la maison. Comme quoi, une vraie camaraderie, avoir quelqu'un avec qui partager les moments difficiles et les bons, sentir que je n'affronte pas tout seul. Elle comprit parfaitement. C'était exactement ce qu'elle ressentait aussi. « Romain, je sais, c'est risqué de se rapprocher ainsi, mais je ne peux pas l'éviter. » Léa ne pouvait pas l'éviter non plus. Chaque jour qui passait, elle se sentait plus connectée à lui. Ce n'était pas seulement une attraction physique, bien que celle-ci existât aussi. C'était une affinité profonde, le sentiment qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait complètement. Mais il y avait toujours la question de l'accord entre eux et la situation avec Antoine et l'incertitude quant à l'avenir. Le lundi, Jean-Luc appela avec des nouvelles urgentes. « J'ai besoin de vous parler immédiatement, » dit-il. « J'ai découvert quelque chose d'important sur Antoine. » Ils se rencontrèrent au bureau du détective au centre-ville. Jean-Luc avait une expression grave lorsqu'il les reçut. « J'ai organisé cette réunion ici car je soupçonne que votre maison pourrait être sous surveillance, » expliqua-t-il. « Comment ça ?» demanda Romain. « Antoine a engagé un détective privé pour découvrir tout ce qu'il peut sur vous, surtout sur votre mariage. » Léa sentit le sang se figer. « Il soupçonne que notre mariage est faux. Non seulement il le soupçonne, il a des preuves. » Jean-Luc ouvrit un dossier et montra plusieurs photographies. Léa se vit sur les images, depuis les jours où elle vivait au jardin du Luxembourg, jusqu'au moment où elle était montée dans la voiture de Romain pour la première fois. Comment a-t-il obtenu ces photos? Il vous a probablement suivi pendant des semaines, voire des mois, peut-être depuis que vous avez quitté l'université. Romain examina les photographies avec une expression sombre. Que compte-t-il faire avec ça? Vous faire chanter tous les deux. S'il prouve que le mariage est faux, il peut ruiner la réputation de Romain et vous faire perdre l'héritage. Et quant à moi, demanda Léa, pour vous, ce serait encore pire. Vous seriez vu comme une escroque qui a profité d'un homme riche.
Cela détruirait toute chance que vous récupériez votre réputation académique. La situation était devenue beaucoup plus sérieuse que n'importe lequel d'entre eux n'avait imaginé. « Quelles options avons-nous » demanda Romain. « Peu et toutes risquées. Nous pouvons essayer d'exposer ces crimes avant Carbeguil, ou vous pouvez envisager d'officialiser le mariage pour de vrai. »« Comment ça ?» demanda Léa. « Si vous êtes vraiment tombés amoureux et que vous voulez être ensemble, le mariage cesse d'être faux. Antoine n'aurait plus rien à utiliser contre vous. » Léa et Romain se regardèrent. C'était une solution logique, mais qui comportait d'énormes implications émotionnelles. « Nous devons y réfléchir, » dit Romain. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » avertit Jean-Luc. D'après les informations que j'ai obtenues, Antoine a l'intention d'agir dans les prochains jours. Sur le chemin du retour, Léa et Romain ne parlèrent presque pas. Tous deux étaient absorbés dans leurs propres pensées, traitant la nouvelle réalité de la situation. À la maison, ils s'assirent dans la bibliothèque, dans des fauteuils face à face, essayant de décider quoi faire. « Jean-Luc a raison, » dit Romain finalement. « Si nous décidons que nous voulons vraiment être ensemble, Antoine ne peut pas nous nuire. Mais, et si nous prenons cette décision seulement par peur et non par un amour réel, comment pouvons-nous être sûrs de ce que nous ressentons au milieu de toute cette pression? Peut-être ne pouvons-nous pas avoir une certitude absolue. Peut-être devons-nous faire confiance à ce que nous ressentons maintenant et espérer que ce soit réel. » Léa se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où ils avaient marché ensemble tant de fois ces dernières semaines. « Romain, puis-je te raconter quelque chose ?»« Bien sûr. Ces derniers jours, je me suis imaginé comment ce serait de continuer à vivre ici avec toi, non pas pour l'argent ou la sécurité, mais parce que je me sens chez moi à tes côtés. » Romain se leva et s'approcha d'elle. « Moi aussi, j'ai pensé à ça. Cette maison a toujours été très grande et silencieuse pour moi. Depuis que tu es arrivé, elle ressemble enfin à un foyer. » Ils restèrent l'un à côté de l'autre près de la fenêtre, sans se toucher, mais sentant la proximité de l'autre. « Alors, que faisons-nous » demanda Léa. « Nous décidons si nous voulons essayer de faire fonctionner cela pour de vrai, indépendamment d'Antoine, indépendamment de l'héritage, indépendamment de toutes les raisons pratiques qui nous ont menés ici. Et toi, que veux-tu » Romain se retourna pour la regarder. « Je veux essayer. Je veux voir si ce que je ressens est réel et durable. Je veux nous donner une chance. » Léa sentit son cœur s'accélérer. C'était ce qu'elle voulait aussi, mais elle avait peur de l'admettre. Et si ça ne marche pas? Alors au moins nous saurons que nous avons essayé. C'est mieux que de passer le reste de sa vie à se demander « Et si ?» Léa respira profondément et prit une décision. « D'accord, nous allons essayer. » Romain sourit pour la première fois depuis des jours. Vraiment, vraiment, il s'approcha et toucha doucement son visage. « Puis-je vous embrasser pour de vrai cette fois ?» En réponse, Léa se pencha vers lui. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme si tous deux testaient encore les limites de cette nouvelle dynamique entre eux. Puis il s'approfondit, chargé de semaines de tensions refoulées et de sentiments qu'ils avaient tenté d'ignorer. Quand ils se séparèrent, Romain posa son front sur le sien. « Alors, maintenant nous sommes vraiment mariés ? Je crois que oui. Comment vous sentez-vous ? Effrayée, pleine d'espoir, heureuse ? Moi aussi. » Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser votre like et surtout, à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Continuons. Cette nuit-là, ils parlèrent tard de la manière dont leur nouvelle relation fonctionnerait. Ils décidèrent de prendre les choses calmement, de mieux se connaître en tant que vrai couple et non en tant que personne jouant un rôle. « Je veux connaître la vraie Léa », dit Romain. « Non pas la professeure qui a tout perdu, non pas la femme qui vivait dans la rue, mais celle que vous êtes vraiment en dessous de toutes ces circonstances. Et moi, je veux connaître le vrai Romain, » répondit-elle. Pas seulement l'homme d'affaires prospère ou le petit-fils dévoué, mais la personne que tu es quand personne ne te regarde. C'était un nouveau départ pour les deux, mais ils devaient encore affronter Antoine. Le lendemain matin, Jean-Luc appela avec une proposition risquée. « Je veux confronter Antoine directement avec les preuves que nous avons de ses autres crimes, » dit-il. « Si nous le faisons de la bonne manière, nous pourrons être l'obliger à reculer sans avoir besoin d'exposer votre mariage. »« Comment ?» demanda Romain. « En organisant une réunion avec lui, en lui montrant que nous savons pour la professeure de l'Université de Lyon et le chercheur de Strasbourg, et en lui faisant comprendre que nous pouvons détruire sa vie, tout comme il a détruit la vie d'autres personnes. C'était risqué, mais cela pourrait fonctionner. Les hommes comme Antoine ne comprenaient que le langage de la force. La réunion fut prévue pour la fin de l'après-midi, dans un hôtel discret du centre-ville. Romain insista pour accompagner Léa et Jean-Luc. Antoine arriva ponctuellement avec une expression confiante qui disparut rapidement lorsqu'il vit qu'il n'avait pas affaire à Léa seule. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il quand ils s'assirent dans une salle réservée. « Une conversation sur des vérités inconfortables » répondit Jean-Luc,
en ouvrant un dossier rempli de documents spécifiquement sur vos activités extralégales des 5 dernières années. L'expression d'Antoine changea complètement lorsqu'il vit des photographies, des extraits bancaires et des témoignages d'autres victimes étalés sur la table. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Non ? Alors laissez-moi vous éclairer, » dit Jean-Luc calmement. Hélène Lefebvre, Université de Lyon, Thomas Lambert, Université de Strasbourg, Isabelle Martin, Université de Rennes. 3 professeurs faussement accusés de plagiat académique dans des situations où vous avez eu un accès privilégié au processus d'enquête. Antoine était visiblement pâle. Maintenant, cela ne prouve rien. Non. Et qu'en est-il des paiements irréguliers que vous avez reçus d'entreprises intéressées à favoriser certains candidats dans les concours académiques ou des documents falsifiés que nous avons trouvés dans votre bureau à l'université? C'était un bluff. Mais Jean-Luc le présenta avec une telle conviction qu'Antoine le crut. « Qu'est-ce que vous voulez ? Nous voulons que vous cessiez de persécuter Léa, » dit Romain, parlant pour la première fois de la réunion. « Nous voulons que vous admettiez publiquement que les accusations portées contre elle étaient fausses. Et nous voulons que vous vous retiriez discrètement de la vie académique avant que nous ne décidions d'exposer tout ce que nous savons sur vous. Et si je n'accepte pas ?» Jean-Luc se pencha en avant. « Alors, demain matin, toutes les universités du pays recevront un rapport détaillé sur vos activités. Les médias recevront également des copies, et la police recevra des preuves de délits fédéraux liés à la corruption dans les institutions d'enseignement supérieur. » Antoine garda le silence pendant plusieurs minutes, calculant clairement ses options. « Et si je fais ce que vous demandez, quelle garantie y a-t-il que vous ne me poursuivrez pas après ? Parce que nous n'avons aucun intérêt à détruire votre vie, répondit Léa. Nous voulons juste que vous cessiez de détruire celle des autres. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez 24 heures, dit Jean-Luc. Demain à la même heure, nous voulons votre réponse. Antoine quitta la réunion visiblement affecté. Jean-Luc était sûr qu'il accepterait l'accord. Les hommes comme lui sont fondamentalement des lâches, expliqua-t-il. Quand ils réalisent qu'ils peuvent tout perdre, ils choisissent toujours de sauver ce qu'ils peuvent. Mais Léa n'était pas aussi optimiste. Et s'il décide de nous nuire avant de reculer, il a encore ses photographies de notre mariage. Alors nous serons prêts à riposter immédiatement, répondit Romain. Nous avons suffisamment de preuves pour détruire sa crédibilité plus rapidement qu'il ne pourra détruire la nôtre. Cette nuit-là, Léa et Romain dînèrent chez eux, essayant de maintenir une normalité malgré la tension. Ils parlèrent de leurs projets d'avenir, supposant que tout se passerait bien avec Antoine. « Quand tout cela sera terminé, » dit Romain, « j'aimerais mieux connaître votre domaine académique. Peut-être que vous pourriez m'enseigner la littérature française, pour de vrai cette fois, pas seulement pour faire semblant devant ma famille. Voulez-vous vraiment apprendre ou essayez-vous simplement de m'impressionner? Je veux apprendre. Je veux comprendre les choses qui sont importantes pour vous. » Léa sourit. C'était l'une des choses qu'elle appréciait le plus chez Romain, sa volonté sincère de grandir et d'apprendre. « Et moi, j'aimerais mieux comprendre tes affaires, » dit-elle. « J'ai toujours été intéressée par le fonctionnement des entreprises familiales, surtout celles qui ont traversé plusieurs générations. Notre entreprise a une histoire intéressante. Mon arrière-grand-père a commencé avec une petite quincaillerie, et chaque génération l'a étendue à de nouveaux domaines. Et toi, que veux-tu ajouter à l'héritage familial ?» Romain réfléchit un instant. Des projets sociaux, l'éducation pour les communautés défavorisées, utiliser les ressources de l'entreprise pour faire une différence dans la vie des gens. Léa fut impressionnée. C'était une vision noble et très différente du stéréotype de l'homme d'affaires avare. C'est pourquoi il est si important pour toi de recevoir l'héritage, pour pouvoir mettre en œuvre ces projets, en partie aussi parce que c'est un héritage familial que je ne veux pas perdre, mais principalement oui, pour les projets sociaux. C'était une raison de plus pour que Léa l'admire. Romain ne se battait pas seulement pour l'argent ou le statut, mais pour une opportunité de faire le bien. Le lendemain matin, Jean-Luc appela tôt. « Antoine a accepté nos conditions, annonça-t-il. Il va signer une confession admettant qu'il a falsifié les preuves contre vous, Léa, et il prendra sa retraite anticipée de l'université. » Léa sentit un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Comment ça? Il a simplement accepté. Nous avons découvert d'autres choses à son sujet pendant la nuit, des preuves qu'il était impliqué dans des combines encore pires que ce que nous pensions. Quand nous le lui avons présenté ce matin, il a réalisé qu'il n'avait pas le choix. Quel genre de preuves? Je préfère ne pas entrer dans les détails au téléphone. Venez à mon bureau cet après-midi et je vous expliquerai tout personnellement. » Au bureau de Jean-Luc, ils découvrirent l'étendue complète des crimes d'Antoine. En plus de saboter des carrières académiques, il avait été impliqué dans des fraudes lors d'appels d'offres universitaires, des ventes illégales de places dans des cours de 3e cycle et même dans des stratagèmes de blanchiment d'argent. « C'est bien plus vaste que ce que nous avions imaginé, » expliqua Jean-Luc. « Quand je lui ai montré que nous avions des preuves de ses activités, il était désespéré de parvenir à un accord, et la confession concernant mon cas
est déjà signé et enregistré chez un notaire. Vous êtes officiellement acquittée, Léa. Léa sentit des larmes aux yeux. Après tant de mois d'humiliation et de désespoir, elle avait enfin retrouvé sa réputation. « Merci », murmura-t-elle à Jean-Luc. « Merci de ne pas avoir abandonné et merci à toi aussi, » dit-elle à Romain en lui prenant la main, « d'avoir cru en moi et d'avoir donné les ressources pour découvrir la vérité. »« Tu n'as pas à me remercier, » répondit-il en serrant sa main. « Nous l'avons fait ensemble. » Dans les jours qui suivirent, la confession d'Antoine se répandit rapidement dans le milieu académique. L'université publia un communiqué officiel exonérant Léa et s'excusant pour le traitement qu'elle avait subi. D'autres universités commencèrent à la contacter, lui offrant des postes. « Comment vous sentez-vous » demanda Romain un soir alors qu'ils célébraient chez eux avec une bouteille de champagne. « Libre » répondit Léa. « Pour la première fois depuis plus d'1 an, je me sens complètement libre. »« Et que veux-tu faire de cette liberté » Léa réfléchit attentivement avant de répondre. « Je veux recommencer à enseigner, mais ici à Paris, si tu es d'accord. Je veux rester près de toi. Tu es sûr ? Tu ne veux pas un nouveau départ ailleurs ? Mon nouveau départ est ici, avec toi. » Romain sourit et l'embrassa doucement. « Et qu'en est-il de notre accord original ? Les 6 mois, le divorce. Je crois que nous pouvons rompre ce contrat, n'est-ce pas ? Absolument. » 6 mois plus tard, Léa était de retour dans les salles de classe. Cette fois en tant que professeur titulaire à l'université Panthéon-Sorbonne. Ses étudiants l'adoraient, ses collègues la respectaient, et elle sentait enfin qu'elle était là où elle devait être. Romain avait mis en œuvre ses projets sociaux, y compris un programme de bourse d'études pour les étudiants issus de milieux défavorisés qui souhaitaient poursuivre une carrière universitaire. Léa l'aidait à sélectionner les bénéficiaires, veillant à ce que de jeunes talents aient des opportunités qu'eux-mêmes avaient failli perdre. Armand, le grand-père de Romain, était devenu l'un des plus grands défenseurs de Léa. Il disait souvent à qui voulait l'entendre que son petit-fils avait choisi une femme exceptionnelle. « Elle a du cran », disait-il. « Elle a traversé des difficultés qui briseraient beaucoup de gens, mais elle en est sortie plus forte. » Sophie, étonnamment, en vint également à respecter Léa après avoir connu toute l'histoire. Elle alla même jusqu'à s'excuser pour son hostilité initiale. « Je pensais que tu n'étais qu'une opportuniste de plus derrière l'argent de la famille », admit-elle lors d'un déjeuner familial. « Je ne savais pas que tu avais traversé tout ça. » Une nuit, alors qu'ils lisaient ensemble dans la bibliothèque, Romain posa une question qui était dans l'esprit des deux depuis des semaines. « Léa, regrettez-vous quelque chose sur la façon dont tout s'est passé entre nous ?» Elle ferma le livre et le regarda. « Rien d'important. Et toi ? Moi non plus. Bien que notre début ait été peu conventionnel, c'était être exactement ce qu'il fallait. Si nous nous étions rencontrés dans des circonstances normales, ne nous serions-nous jamais connectés aussi profondément. Comment ça ? Parce que lorsque nous nous sommes rencontrés, nous étions tous les deux dans des moments vulnérables de nos vies. Toi avec la pression de l'héritage, moi avec ma situation désespérée. Cela nous a obligés à être complètement honnêtes l'un envers l'autre dès le début. » Romain hocha la tête. Dans les relations conventionnelles, les gens cachaient souvent leurs problèmes et leurs insécurités jusqu'à très tard dans la relation. Ils avaient dû affronter les difficultés ensemble dès le premier jour. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Léa. « Toujours. Quand as-tu su que tu étais en train de tomber amoureux de moi ? Pour de vrai, pas seulement en respectant notre accord ?» Romain réfléchit attentivement. « C'est quand tu as affronté Antoine cette première fois qu'il est apparu ici. J'ai vu le courage que tu as eu de lui faire face, même en ayant peur. À ce moment-là, j'ai réalisé que tu étais bien plus forte que n'importe quelle circonstance que tu affrontais. Et toi, quand l'as-tu su ? Quand tu m'as défendu au déjeuner avec ta famille, même en sachant que tu détestais le rouge et le noir, répondit-elle en riant. J'ai vu que tu étais prête à me protéger même quand tu n'y étais pas obligée. » Ils sourirent en se remémorant ce moment qui semblait maintenant s'être produit il y a très longtemps. 2 ans plus tard, Léa était enceinte de leur premier enfant. La grossesse avait été planifiée et tous deux étaient ravis à l'idée de fonder une vraie famille. « Comment expliquerons-nous à nos enfants comment nous nous sommes rencontrés ?» demanda Romain une nuit, les mains sur le ventre de Léa. « Nous dirons la vérité, » répondit-elle, « que parfois les meilleures choses de la vie arrivent de la manière la plus inattendue. Et s'ils demandent pourquoi tu vivais dans la rue, nous leur enseignerons l'injustice, comment parfois de mauvaises personnes nuisent à de bonnes personnes et l'importance de se battre pour la vérité, même quand cela semble impossible. Et à propos de comment vous avez accepté d'épouser un étranger, Léa sourit. Nous dirons que parfois il faut prendre des risques pour trouver le bonheur et que votre père était très persuasif. » Romain rit et l'embrassa sur le front. « Je suis reconnaissant tous les jours que tu aies pris le risque. Moi aussi. » 3 ans après la première rencontre au Jardin du Luxembourg, Léa publia un livre sur son expérience, Reconstruction, une histoire d'injustice, d'amour et de seconde chance. Il devint un best-seller et fut utilisé dans des cours d'éthique académique dans plusieurs universités. En dédicace, elle écrivit « À Romain,
qui m'a enseigné que les fins heureuses sont possibles quand on trouve quelqu'un prêt à se battre à vos côtés. Et à tous ceux qui affrontent des injustices, ne renoncez jamais à la vérité. L'argent des droits d'auteur fut reversé à un fonds qui aidait les professeurs confrontés à des persécutions académiques injustes. C'était une manière de s'assurer que d'autres personnes dans des situations similaires aient les ressources nécessaires pour défendre leur réputation. Antoine, quant à lui, disparut complètement du milieu universitaire. Les rumeurs disaient qu'il avait déménagé en province et travaillait dans une entreprise familiale, loin des universités. Aucune de ses victimes ne le chercha jamais pour des affrontements ou des vengeances. La vérité avait suffi. Jean-Luc Fournier continua à travailler comme détective privé, mais se spécialisa dans les cas de corruption académique. Il disait que le cas de Léa lui avait ouvert les yeux sur un problème beaucoup plus vaste dans le système universitaire français. Un jour, 5 ans après cette première rencontre au Jardin du Luxembourg, Léa et Romain emmenèrent leur fils de 2 ans jouer dans le même parc où tout avait commencé. L'enfant courait entre les bancs, riant et jouant, complètement inconscient de l'histoire dramatique qui s'était déroulée là des années auparavant. « Tu te souviens de ce que tu ressentais ce jour-là » demanda Romain en désignant le banc où il l'avait trouvé cherchant de la nourriture. « Je me souviens » dit Léa en regardant l'enfant jouer. « Je me sentais perdu, sans espoir, comme si ma vie était finie. Et maintenant ? Maintenant, je sais que parfois la vie doit se terminer complètement pour pouvoir recommencer de la bonne manière. » Romain l'étreignit par derrière, posant son menton sur son épaule. « Merci d'avoir accepté ma folle proposition ce jour-là. Merci d'avoir fait la proposition. Même si c'était égoïste de ma part, je ne pensais qu'à résoudre mon problème d'héritage. Mais tu ne savais pas que tu me sauvais aussi. Parfois, nous faisons ce qui est juste pour de mauvaises raisons, et parfois les bonnes personnes se rencontrent aux moments les plus improbables. » Ils restèrent là, observant leur fils jouer dans le parc, pensant à toutes les coïncidences impossibles qui les avaient menés à ce moment. Si Léa n'avait pas tout perdu, si Romain n'avait pas eu la pression de l'héritage, si Antoine n'avait pas été si ambitieux, si Jean-Luc n'avait pas été si compétent, n'importe quel changement dans cette chaîne d'événements aurait pu aboutir à une fin complètement différente, mais toutes ces choses s'étaient produites exactement comme elles devaient se produire pour qu'ils se rencontrent. « Crois-tu au destin » demanda Léa. « Je crois au choix » répondit Romain. « Je crois que le destin peut mettre des opportunités sur notre chemin, mais c'est à nous de décider si nous allons les saisir. Et crois-tu que nous avons bien saisi notre opportunité » Romain regarda son fils, sa femme, la vie qu'ils avaient construite ensemble à partir d'une proposition absurde dans un parc du centre de Paris. « Je crois que nous l'avons saisi parfaitement. » Cette nuit-là, alors qu'ils couchaient leur fils, Léa trouva une vieille lettre dans un tiroir, qui était la première version du contrat que Romain avait ébauché pour leur accord original. 6 mois de faux mariage en échange de 500 000 €. Elle montra le papier à Romain. « Regarde ce que j'ai trouvé. » Il rit en voyant sa propre écriture, griffonnant des clauses sur l'absence d'intimité physique et le divorce automatique après la période convenue. « J'aurais dû demander à un avocat de bien rédiger ça, » commenta-t-il. « Pourquoi ? Parce que ce contrat a plusieurs failles que l'un ou l'autre pourrait utiliser pour rompre l'accord. Comme quoi, comme ici, où il est dit que le mariage ne serait qu'une performance, il ne spécifie pas ce qui se passerait si l'un des deux tombait réellement amoureux. » Léa sourit, une faille contractuelle très pratique, extrêmement pratique. Elle déchira le papier en petits morceaux. « Maintenant, il n'y a plus de preuves que notre mariage a commencé comme un accord commercial. Tu détruis des preuves historiques importantes. Je crée de l'espace pour notre véritable histoire. » Romain l'embrassa doucement. « Quelle est notre véritable histoire ? L'histoire de 2 personnes qui se sont rencontrées au bon moment, de la bonne manière, et ont décidé de construire une vie ensemble basée sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. J'aime mieux cette version, moi aussi. » Des années plus tard, lorsqu'ils racontaient leur histoire à des amis ou à leur famille, ils ne mentionnaient jamais les détails de l'accord original. Ils racontaient une rencontre fortuite dans un parc, une passion un peu atypique et un coup de foudre, et comment ils avaient décidé de se marier rapidement parce qu'ils savaient que c'était la bonne chose à faire. Techniquement, ce n'étaient pas des mensonges, c'était juste des versions simplifiées d'une vérité beaucoup plus complexe. Parfois, la vérité la plus profonde ne réside pas dans les détails spécifiques de la façon dont quelque chose s'est produit, mais dans ce qui a résulté de ces événements. Et ce qui a résulté de la rencontre impossible entre un homme d'affaires désespéré et une professeure en détresse fut une famille heureuse, des carrières reconstruites, des vies transformées, et la preuve que les secondes chances peuvent mener à des fins encore meilleures que les premières. 10 ans plus tard, lorsque Romain et Léa renouvelèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime avec la famille et les amis proches, Armand porta un toast qui résuma parfaitement leur parcours. « À mon petit-fils Romain et à ma petite-fille Léa, qui nous ont appris que le véritable amour peut naître des circonstances les plus improbables, grandir dans les conditions les plus difficiles
et s'épanouir de manière plus belle que n'importe quel conte de fées. Vous avez prouvé que lorsque deux personnes sont prêtes à se battre ensemble pour la vérité, pour la justice et pour l'amour, il n'y a pas d'obstacle qu'elles ne puissent surmonter. Tous les invités applaudirent, mais pour Léa et Romain, les mots les plus importants étaient ceux qui n'avaient pas besoin d'être prononcés à voix haute, qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre non seulement des partenaires romantiques, mais de véritables compagnons pour la vie. Et en sortant de cette célébration main dans la main sous les étoiles de Paris, tous deux savaient que leur histoire ne faisait que commencer, car les meilleures fins heureuses ne sont pas celles où tout se termine parfaitement, mais celles où tout recommence encore mieux. Fin de l'histoire. Et vous, cher auditeur, qu'avez-vous pensé du voyage de Léa et Romain? Croyez-vous que le véritable amour puisse naître des situations les plus inattendues? Avez-vous déjà traversé des moments dans votre vie où tout semblait perdu, mais où vous avez finalement découvert que ce n'était que le début de quelque chose de mieux? Partagez vos expériences dans les commentaires. Des histoires comme celle-ci nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que parfois les meilleures opportunités se déguisent en défis. N'oubliez pas de laisser votre pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur et montrent que la vie réserve toujours de merveilleuses surprises à ceux qui ont le courage de croire aux secondes chances.